Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Musée de Poche pour ce webinaire jeunesse Young Adult, au cours duquel nous présenterons une série de nouveautés éditoriales. J'ai le plaisir, alors on est reçu par Anne Brenier, chargée de développement au Musée de Poche, qui nous accueille pour ce webinaire. Et à ses côtés se trouve Sophie Giraud, vous êtes éditrice aux éditions Helium, Camille von Rosenschild au Seuil illustré et Marie Bluteau pour La Martinière illustrée. Dans un second plateau, nous aurons Caroline Merceron de Gulfstream et Louison Cousy de La Martinière illustrée qui viendront également nous présenter quelques-unes de leurs parutions. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous adresser vos questions qui me seront transmises et que je transmettrai à nos intervenantes. Donc je me tourne vers vous, Anne Brenier, pour le musée de Poche. Alors déjà peut-être, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos spectateurs qui ne le connaîtraient pas, ce qu'est le musée de Poche, quel est ce lieu et comment vous fonctionnez en termes d'exposition notamment. Oui, bienvenue au musée de Poche déjà. Le musée de Poche, c'est un lieu culturel pour les enfants. Donc ici, ça fait 12 ans qu'on expose des illustrateurs. On fait des expositions d'illustration jeunesse. Le musée de Poche, c'est un lieu pour les enfants, pour l'éveil artistique. Donc ici, vous êtes dans la galerie. Ici, on observe les illustrations, comme vous pouvez voir. On écoute les histoires et on expérimente aussi les techniques artistiques. Donc en ce moment, on expose les illustrations de Lisbeth Renardi, les illustrations extraites de ses 2 derniers albums, de l'album L'étrange collection de Mamita, paru au Fourmi Rouge en 2023, et les illustrations extraites de Daphné et les moments parfaits, sorties aux éditions Helium là récemment en 2024. Voilà, donc Lisbeth Renardi a installé ses gouaches et ses céramiques dans cet espace avec cette multitude de détails. Elle nous embarque dans le monde de l'enfance. Avec ce premier livre, L'étrange collection de Mamita, Yvette et Mamita nous présentent des collections plus étranges les unes que les autres. Et avec Daphné et les moments parfaits, Daphné transforme son quotidien en aventure extraordinaire avec ses doudous. Voilà. Très bien. Alors pour les personnes intéressées, donc ça c'est une exposition qui a commencé le 24 avril et qui se poursuit jusqu'au 1er juin. Exposition temporaire, c'est comme ça que vous fonctionnez. Alors vous ne faites pas qu'exposer, vous avez aussi des ateliers, des activités ? Oui, tout à fait. On accueille des enfants, on accueille des groupes aussi qui viennent donc regarder ces illustrations et avec eux, on observe le travail de l'artiste, on essaye de comprendre son travail et on va expérimenter ces différentes techniques avec les enfants. Voilà, donc on fait très régulièrement des ateliers autour de ces illustrations. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Puis merci surtout d'accueillir nos éditrices dans ce cadre très sympathique, très, très joli. Je me tourne vers Sophie Giraud pour les éditions Helium. Vous êtes notre première éditrice à présenter ces ouvrages. Est-ce que, avant de présenter vos titres, vous pouvez présenter votre maison, tout simplement, qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous travaillez ? Écoutez, Helium, c'est une maison qui a été créée en 2008 pour les statuts, en 2009 pour les premières parutions, et qui a rejoint Actes Sud quelques années plus tard, en 2012 je crois, avec une parfaite autonomie éditoriale, donc une façon de se rapprocher d'un gros éditeur, mais en même temps de garder une ligne. L'idée était d'être un petit nombre, small is beautiful, avec une vraie sensibilité à la fois pour le graphisme, pour l'illustration, considérer que le livre pour enfants est un véritable tout, c'est-à-dire que le texte est aussi important que l'image. Je le comparais au départ au mobile. C'est une maison qui est très petite, puisqu'on est
On est 3, y compris la promotion, avec une personne en plus pour les droits étrangers. Et c'est tout, en fait. Et cette petite structure permet d'être très souple autour des auteurs et de publier environ 30 livres par an. Sur ces 30 livres, il y a une partie qui est de la création pure, et puis une partie qui est de l'achat, mais que je revendique très fort en tant qu'éditrice, parce que ce sont des vrais choix, et pas des livres qu'on achèterait en plus des créations. Voilà. D'accord. D'ailleurs, il y a 2 achats, si je ne me trompe pas, dans les 4 titres que vous voilà, que vous nous j'avais envie présentez. de présenter les 2 pans de la maison. D'accord, voilà. Très bien. Alors, avant de passer au titre étranger, effectivement, on va ouvrir avec un titre qui est d'autant plus d'actualité qu'il est exposé ici. C'est Daphné et les moments parfaits de Julie Bonny et Lisbeth Renardi, donc, qui est l'autrice mise en avant au musée de Poche. Est-ce que vous pouvez présenter ce titre et peut-être aussi expliquer comment s'est faite l'exposition avec le musée de Poche? Alors le musée de Poche, on a pratiquement commencé, nos premières expositions étaient au musée de Poche. Donc le musée de Poche nous a toujours beaucoup soutenus. Là, en l'occurrence, c'est un vrai bonheur d'avoir Lisbeth Renardi. C'est une nouvelle autrice pour Helium. Lisbeth est quelqu'un qui a une palette fantastique de couleurs et d'imaginaire. Et justement là, elle rejoint Julie Bonny. Julie Bonny, qui est autrice de romans, mais aussi de romans adultes. Elle est publiée chez Grasset. Elle avait notamment publié Chambre 2, qui était devenu un film voir le jour. Et elle nous a proposé, il y a quelque temps, elle m'a proposé de travailler autour d'une petite fille particulière qui a véritablement un sens de l'imaginaire, c'est-à-dire que dès que quelque chose n'est pas tout à fait parfait dans la vie de tous les jours, elle passe dans l'imaginaire et elle crée une aventure, ce qui lui fait passer toutes les difficultés. Et je trouve que ça devrait être d'ailleurs un mantra aussi pour les adultes, en fait, cette façon de faire. Et dans ce livre, il y a 3 aventures différentes, où à chaque fois, Lisbeth, qui est entourée d'un chien, qui est entourée de Madame Playmobil, de différents protagonistes, se retrouve dans des organisations qu'elle a imaginées. Alors, par exemple, elle veut faire un thé, et le jour où elle fait ce thé, eh bien, le chien vient bousculer le thé qu'elle a organisé, mais c'est pas grave, elle va partir dans un lac, et en fait on s'aperçoit que son lac, c'est sa baignoire. Donc à chaque fois, si vous voulez, il y a cet aller-retour entre le quotidien et l'imaginaire qui est hyper drôle. Et puis une deuxième histoire, par exemple, alors, cette petite qui a vraiment pas la langue dans sa poche et qui est vraiment l'expression des toutes petites filles, avec beaucoup d'expressivité, de spontanéité. Elle met toujours son bonnet de piscine pour faire la cuisine, parce qu'effectivement elle fait la cuisine n'importe comment, et donc il y a toujours des œufs qui tombent. Et dans ce lieu magnifique, on a aussi les œufs tombés par terre, puisque Lisbeth les a fait en céramique. On a tout un tas d'univers qui entourent cette petite fille. On voit aussi des lance-pierres dans la vitrine. Alors les lance-pierres, c'est dans l'autre livre, celui des collections, mais il y a des petites théières pour celui-ci. Donc voilà, il y a toujours l'univers est très important pour Lisbeth. Elle constitue évidemment la petite fille, elle est inspirée de sa propre petite fille, Molly, mais l'univers autour du personnage est pratiquement aussi important que le personnage lui-même, et c'est ça qui est drôle en fait, c'est qu'il y a plein de détails pour les enfants à aller regarder, et ces 3 histoires finalement donnent un point de départ pour imaginer tout un tas d'histoires avec ce personnage. Très bien. Merci beaucoup. Alors en deuxième nouveauté, vous avez À l'abordage de Delphine Chaudru. Donc là, c'est un album sous forme de livre-jeu. Voilà, c'est ça. Alors À l'abordage, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que c'est le 6e d'une série. Ça veut dire que c'est une série qu'on a commencé en 2013, je crois, et qui a vraiment duré.
Au départ, c'était le Chevalier Courage, ensuite c'était La Princesse Attaque, et puis c'est devenu les aventures du Chevalier Courage et de la Princesse Attaque, mettant en scène donc une Princesse Attaque très téméraire et un Chevalier Courage moyennement téméraire. Et à eux deux, ils proposent au lecteur un parcours dans le livre, c'est-à-dire qu'on va aller d'histoire, de page en page. On va avoir des jeux à trouver et on va pouvoir choisir, le lecteur va pouvoir choisir vers quelle page il va. Donc c'est vraiment lui qui définit son aventure dans le livre-jeu. C'est un livre dont on est le héros ou l'héroïne. Et à partir de là, Delphine a donc constitué tout un tas de livres, mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle s'inspirait toujours d'une iconographie particulière. Les premiers, c'était l'iconographie médiévale. Ensuite, il y a eu... elle croise en général avec aussi de la pop culture. Donc il y a eu l'Asie et on trouve à la fois des yokai et aussi la vague d'Okusai. Donc à chaque fois, il y a comme ça des passages de l'un à l'autre. Et là, en l'occurrence, sur le livre À l'abordage, elle s'est emparée de la mer et elle nous propose vraiment un parcours exceptionnel, d'une beauté. Alors je pense qu'elle est elle-même très inspirée par la mer, mais par ailleurs, c'est vrai que la mer en soi, il y a des pirates, il y a des tas de choses à trouver. L'aventure elle-même se constitue très vite. D'accord. Est-ce que vous êtes coutumier des séries en livre-jeu? Est-ce que c'est la première fois? Non, en fait, moi, les livres chez Helium sont très... Chaque fois, je les publie comme un seul livre. Et puis, éventuellement, si l'auteur en a envie, si l'idée est bonne, si le livre a marché aussi, il ne faut pas se leurrer, eh bien, on continue ou pas à faire une série. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment aux enfants d'observer l'image, de répondre à des questions pour chaque double page et de parcourir comme ça des univers absolument magnifiques. Et Delphine est une coloriste hors pair, donc c'est très beau. D'accord, on va très bien. Je viens d'apprendre par ailleurs qu'on est plus de 1000 inscrits à suivre le webinaire pour l'instant, donc je vous remercie d'être aussi nombreux. Et on va poursuivre avec petit à petit d'Amanda Gorman et Christian Robinson, votre premier des deux ouvrages traduits justement. Oui, c'est ça. Alors ce livre-là, en fait, Christian Robinson est un auteur américain que je suis depuis très longtemps aussi. On avait commencé par des livres qui s'appelaient Gaston. C'était des livres de chiens. Enfin, c'était très rigolo et c'était très années 60. Son style me plaisait beaucoup. Et il se trouve que Christian, qui est noir américain, était très investi par le Black Lives Matter et est très militant et a rencontré donc Amanda Gorman, qui est cette grande poète américaine qui est une toute jeune femme, mais qui avait été sollicitée par Biden pour faire son discours d'investiture, faire un poème d'investiture. Ouais. Et elle avait fait un poème qui a absolument ravi les Américains, les Nord-Américains. Et là, elle nous propose un livre où c'est un petit garçon qui se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes qu'il voit dans la rue. Il voit des gens dehors, il voit des gens tout seuls, il voit aussi des détritus, il voit que ça manque un peu d'humanité, que les gens ne se parlent pas. Et donc, petit à petit, et dans ce livre qui est vraiment un poème traduit par Nadège Tullo, qui est superbe, il construit un jardin, un potager de quartier, et tout à coup tout le monde se met avec lui, c'est-à-dire que à partir d'un petit être, le plus petit du quartier, en fait le quartier se reforme, la solidarité se reforme. C'est un très joli livre. Et Christian Robinson a travaillé en reprenant des papiers collés, aussi en recyclant finalement des images, enfin en tout cas des matériaux qu'il a trouvés à droite et à gauche et de la peinture. Et il a créé ce livre aux côtés d'Amanda Gorman, qui est très sensible, très beau. Donc voilà un livre qui me semblait important, et aussi ça met en avant des enfants qui ne sont pas stéréotypés, toujours les mêmes, et ça permet à des enfants de toutes couleurs de se retrouver dans le livre. Il y a toutes les représentations. Voilà, ouais. Oui, en fait, il y a une ouverture sur d'autres enfants, et des enfants qui sont présents partout. Donc c'est bien qu'ils aient dans les livres jeunesse autant de représentations.
Bon, bah, très bien. Alors, le dernier ouvrage que vous souhaitez nous présenter, ce sont Les aventures farfelues des 10 chaussettes perdues, entre parenthèses, 4 droites et 6 gauches. Le titre est très très long. Et ça, c'est un livre qui a cartonné en Pologne, hein. C'est bien ça. Voilà, c'est un livre qui a eu un succès incroyable en Pologne, puisqu'ils en ont vendu 500 000 exemplaires, ce qui pour Alors, j'ai donné les noms des auteurs, pardon, c'est Justyna Bednarek et Daniel Delatour. Voilà, c'est ça. Alors, Justyna Bednarek, elle est professeure de philologie, donc c'est au départ quelqu'un qui est une intellectuelle, et puis elle a eu envie de raconter ces histoires de cette question fondamentale, c'est-à-dire que deviennent ces chaussettes qu'on ne retrouve pas à la sortie de la machine à laver. Et en fait, dans la maison de la petite Bénédicte, que tout le monde appelle B, Bénédicte ne trouve pas ses petites chaussettes, et en fait, il demande au plombier de venir, parce qu'il trouve qu'il y a quand même quelque chose de bizarre qui se passe. Le plombier tire la machine et il y a une trappe. Et en fait, les 10 chaussettes en fait, sont parties par la trou derrière cette machine à laver. Et en fait, on apprend que chaque chaussette a son caractère, sa personnalité. Chaque chaussette raconte une histoire formidable et l'occasion d'une histoire formidable, d'une aventure formidable. La première va devenir star de la télévision parce qu'elle se trouve là, parce qu'elle dit un poème de chaussettes et que ça change les autres poèmes. Une autre va devenir une enquêtrice hors pair. Une troisième va filer une grande tendresse et monter une famille de petites souris parce qu'elle est grise et qu'elle retrouve là quelqu'un qui leur ressemble. Et à chaque fois, en effet, ces aventures se racontent avec un humour incroyable et aussi beaucoup de vivacité dans le dessin. Donc la particularité de ce petit roman de 160 pages, c'est qu'il est très illustré, et avec cette illustration de Latour qui est vraiment très vivante, tout en couleurs, très en mouvement. Voilà. Et je pense que là, l'histoire, ces histoires se racontent vraiment comme le raconterait un parent à un enfant. Donc il y a quelque chose de très proche du lecteur et aussi pas de grandes difficultés de lecture. Donc en fait, on est aidé par l'image et on avance dans l'histoire. Donc je pense que le succès de ces livres, alors je dis ces livres parce que comme c'est le premier d'une série, c'est le premier et puis il y en aura d'autres, effectivement, je pense qu'on va suivre parce qu'on adore absolument ces 10 histoires qui sont irrésistibles. Et voilà, donc il y en a une par exemple où une petite chaussette multicolore ne trouvait personne à sa mesure et avait perdu sa paire, et elle se retrouve auprès d'un SDF qui a lui perdu une jambe, et donc elle veut soigner le seul pied qui a froid, et elle se met à aider ce SDF, et en fait il s'avère que c'est un roi qui a eu un grand parcours militaire et qui s'est retrouvé dans la rue, et la reine vient le chercher, et donc elle devient une personne importante au royaume. Voilà ce genre d'histoire, et elles se lisent avec beaucoup d'humour et beaucoup de fraîcheur. Donc c'est à partir de quel âge C'est à partir de 8 ans. 8 ans, voilà, on peut les lire très facilement, et puis avant on peut les lire avec ses parents. Ok, très bien. Merci beaucoup, Sophie Giraud. Je vous en prie, merci. Je me tourne vers Camille von Rosenschild pour le Seuil Jeunesse illustré. Même question. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous rappeler combien de titres vous publiez par an, quel est votre positionnement et à quel type d'ouvrage vous proposez? Alors, nous, on publie environ une soixantaine de titres par an, en illustré et avec une petite collection de romans illustrés sur laquelle je reviendrai en premier lieu. On a un catalogue de près de 1000 titres pour cette raison simple qu'on existe Seuil Jeunesse donc depuis 1992, et d'ailleurs on a fêté donc nos 30 ans en 2022. Et justement pour ce qui concerne le positionnement, ça a été l'occasion d'une réflexion, puisque comme les êtres humains, quand on arrive à 30 ans, parfois on commence un peu à regarder ce qu'on a fait de sa vie. Là, c'est ce qui s'est passé pour nous. On s'est dit c'est l'occasion de regarder où en est notre catalogue, ce qu'on a développé, ce que c'était le Seuil Jeunesse à ses débuts, ce que c'est aujourd'hui.
Et ça a été vraiment une réflexion très intéressante, parce qu'on en a dégagé des choses qu'on n'aurait pas forcément imaginées au départ. Le seuil jeunesse, quand ça a commencé, ça s'est créé dans le giron donc, du seuil adulte, donc de cette maison très sérieuse, maison de sciences humaines et de littérature. Et dans les années 90, donc, il y a eu vraiment cette explosion. Je dirais que l'explosion est intervenue plus tard, mais en tout cas, ce développement de la littérature jeunesse avec des formes variées, les premiers pop-up par exemple, et puis un champ d'exploration absolument incroyable dont on n'avait pas l'habitude. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'on fait, ce qui se fait en littérature jeunesse et en album, et qu'on revient, on essaie de se replonger dans cette époque-là, on se rend compte qu'on a énormément de techniques, de types d'ouvrages ont été déployés et que ça a été d'une créativité absolument incroyable, qui continue d'ailleurs de se déployer. Et c'est vrai que le seuil jeunesse s'est construit à une époque beaucoup sur l'humour, le décalage, avec les livres notamment de Gilles Bachelet, j'en parlerai, d'André Bouchard, il y avait Soledad Bravi, Thierry Dedieu, etc. Et puis, ce décalage avec les années, cet esprit justement de sérieux, mais toujours matiné d'une petite touche de fantaisie ou parfois d'un humour vraiment extrême, c'est quelque chose qui a teinté pas tous nos livres, mais en tout cas une bonne partie et qui reste très présent aujourd'hui. Même si ça n'empêche pas notre catalogue de se déployer aussi dans des thèmes plus poétiques, parfois plus immédiatement sérieux, etc. etc. Et donc, on a vraiment à analyser notre catalogue, à voir ce qu'on avait fait. Alors, je dis on, évidemment, c'est pas l'équipe en place qui était déjà là il y a 30 ans, mais en tout cas, ce qui a été fait par nos précurseurs au fur et à mesure, ça tenait toujours ce fil rouge, à la fois du sérieux, avec cette idée que on prend l'enfant très au sérieux et on considère que grandir est une affaire très sérieuse. Alors évidemment, c'est le cas de nous tous, éditeurs jeunesse, je pense qu'on a tous cette idée en tête, avec cette petite touche fantasque, décalée, parfois absurde, qui fait, selon moi, la spécificité de cette maison. Donc on a refait tout ce travail, voilà, on a tout regardé, et puis on s'est un peu retrouvés comme ça. Et d'ailleurs, on avait un peu peur de ce terme de sérieux. Grandir est une affaire sérieuse, tout ça. Et en fait, on s'est dit, non, c'est ce qu'on est, c'est important, c'est ce qu'on essaie de faire passer, et ça se déploie de plein de manières différentes. Et d'ailleurs, j'espère que les livres dont je vais vous parler brièvement... Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que les 4 ouvrages à venir sont emblématiques de ce que vous venez de me dire, j'imagine. Enfin, j'espère en tout cas. Ça tombe bien, oui. Je les ai bien choisis. Alors, le premier, c'est Ma vie en grand de Julia Carninon et Annelise Boutin, apparaître le 6 septembre. Oui, absolument. Et c'est à partir de 9 ans. Voilà. Même un peu moins, ça dépend. Alors, j'ai apporté un petit ouvrage de notre collection Le Grand Bain. C'est dans le catalogue du Seuil Jeunesse Illustré. Il y a une série de romans qui se trouve donc à la jonction de l'illustré et vraiment de la fiction, puisqu'il y a un pan fiction au Seuil Jeunesse aussi. Je ne sais pas si on m'entend bien. Il y a un pan fiction au Seuil Jeunesse aussi. Et du coup, cette collection, on l'a créée pour pouvoir combler ce vide qu'il y avait en petits romans dans une tranche d'âge très spécifique qui est celle des, on va dire, 8-10 ans. C'est-à-dire entre le grand enfant qui commence à être à l'aise avec la lecture et qui en a un petit peu marre de l'album, mais qui a quand même ce petit goût pour l'illustration, la grande illustration typique des albums et qui n'a pas forcément envie de laisser tomber. Mais qui commence à considérer que les albums, c'est un peu pour les bébés, en gros, pour caricaturer. Bon, les choses se font de manière plus subtile, évidemment. Et donc, on a proposé à des illustrateurs d'illustrer des petits textes de fiction que nous, on aimait beaucoup, mais de les illustrer selon le modèle de l'album, c'est-à-dire sur des grandes pages, et non pas avec des petits cabochons ou des dessins au trait, comme on peut trouver dans une littérature qui est déjà pour les plus grands.
Et ça a donné donc cette collection qui comprend une douzaine de titres, qui est née en 2020 et qui nous a permis de proposer des textes vraiment profonds, à la fois légers et attrayants pour les enfants, avec un petit esprit de décalage, comme on aime bien le faire aussi dans nos albums. Alors, on en a eu pas mal d'exemples. Lou a oublié sa tête, Quand les escargots vont au ciel, Mission Aventure, La Belle Jeannette, etc. Et puis, cette collection, elle a aussi attiré des auteurs de l'adulte. Et c'est pour ça qu'on est vraiment très heureuse cette année d'accueillir dans le Grand Bain, donc avec Ma vie en grand, Julia Kerninon. Alors, Julia Kerninon, elle est connue puisqu'elle a connu un très très beau succès avec son roman Live Maria aux éditions de l'Iconoclaste. Et elle est venue nous proposer ce texte, alors qui au départ était un texte pour adultes qu'elle avait publié chez Novellix. Et c'est une maison dans laquelle on récupère ses droits très rapidement. Et donc elle en a fait une version pour les enfants. Alors c'est toujours un peu compliqué quand des auteurs adultes viennent écrire pour la jeunesse. Parce que parfois, on a des déconvenus. Voilà, écrire pour la jeunesse, c'est très spécifique. Et parfois, des auteurs extrêmement talentueux dans l'adulte, ils écrivent pour la jeunesse et ça ne fonctionne pas. Bon, ben là, c'est tout l'inverse. Elle nous a proposé un texte absolument formidable et qui part d'une base qui pourrait être très effrayante et qui ne l'est pas du tout. C'est l'histoire de deux enfants, le petit Joe, qui et un petit garçon qu'il va rencontrer ensuite. Ce petit Joe est dans un centre aéré l'été. On comprend que ses parents travaillent beaucoup, qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de lui, mais enfin bon... Jusqu'ici, on est sur un modèle assez classique. Sauf qu'un soir, à la sortie du centre aéré, alors ça se passe aux États-Unis, personne vient chercher Joe et puis personne vient chercher les autres enfants. Et le petit Joe, prenant un petit gamin qui doit avoir à peu près 4-5 ans sous son aile, alors que lui doit avoir 8 ans, se retrouve dans New York, seul, enfant, et au milieu d'adultes qui n'ont pas l'air de comprendre qu'il est un enfant. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec ces deux gamins qui s'adressent aux adultes en disant mais on cherche nos parents, on est des enfants, et les adultes les regardent en disant oui c'est ça, oui, et moi si toi t'es un enfant, moi je suis un poussin en sucre, en gros. Et ces deux enfants-là vont se mettre à vivre dans ce monde-là, trouver un travail, habiter tous les deux, être tout à fait indépendants. Alors, vous me direz comme ça, c'est pas hyper rigolo comme histoire. Bah si, en fait. C'est très fin, c'est très profond, c'est comme tous ces textes de grande qualité, ça peut se lire à la fois de manière littérale et à la fois comme une métaphore. C'est une magnifique métaphore du passage à l'adolescence, ou de l'envie d'indépendance, de l'autonomie, etc., etc. Tout ça se dit entre les lignes, n'est jamais dit frontalement, et c'est extrêmement émouvant. Ce n'est évidemment jamais triste, évidemment ça se termine bien. Et ce qui est très très fort dans le texte de Julia Kerninon, c'est sur un postulat qui pourrait être source de crise d'angoisse pour n'importe quel enfant, d'arriver à créer un récit d'aventure où finalement on entre dans ce monde en se disant ben oui, ils vivent leur vie, ils y arrivent, tout se passe bien, et après se pose la question de savoir qui est plus adulte, des adultes et des enfants. Bon, on peut tirer tout un tas de fils. C'est vraiment une pépite, donc on est très heureuse de pouvoir l'accueillir pour ce grand bain de la rentrée de septembre. Est-ce que c'est le premier roman jeunesse de Julia Kerninon ou pas j'ai un doute. Alors, je crois qu'elle en a publié avant, mais ça fait un moment que non. Récemment, c'est 2 romans adultes surtout. Okay. Elle n'est pas spécialisée dans la jeunesse. Effectivement, ça, effectivement. Ok. Le deuxième titre, c'est l'Hypermarket de Gilles Bachelet. Alors Gilles, que je ne présente plus, je parlais des débuts du Seuil Jeunesse. Gilles fait partie des premiers grands auteurs de la maison et de ceux qui ont vraiment signé sa spécificité. Parce que Gilles, moi je me rappelle très bien, alors que j'étais adolescente, d'avoir vu les premiers livres de Gilles Bachelet en librairie et de voir, à une époque où moi-même je ne lisais plus d'albums depuis longtemps,
me demander ce que c'était cet univers qui ne ressemblait à aucun autre, avec un humour absolument décapant. Et c'était aussi la première fois que moi je voyais un livre pour enfants qu'on avait envie d'avoir entre les mains comme adulte, et qui réconcilie absolument toutes les générations. Donc Gilles, il n'a cessé de creuser ce sillon, et il le fait chaque fois avec plus de talent et désormais d'une manière absolument virtuose. Alors ça fait un moment qu'on attend ce nouveau livre, l'Hypermarket, puisque le dernier c'était Résidence Beau Séjour, qui a été un très beau succès, qui est vraiment un chef-d'œuvre je trouve, et qui est sorti donc en 2020. Et cette fois-ci, Gilles nous revient avec l'histoire de ce petit lapin qui décide de commencer une quête. Alors comme les enfants peuvent commencer des quêtes, c'est-à-dire qu'ils ont lu ou vu quelque chose qui tourne autour d'un chevalier, d'une mission à mener, et il faut faire la même chose. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas de but à cette quête. Le petit lapin se dit juste, voilà, une quête. Mais que va-t-il falloir pour mettre en œuvre cette quête, et on ne sait pas de quoi? Il va falloir aller chercher des ustensiles, tous les éléments qui vont permettre de l'accomplir. Donc c'est parti pour le supermarché, d'où l'hypermarket du titre. Et ce petit lapin va traverser les rayons. Alors, vous pouvez le voir dans les images que j'ai mises, que j'ai données. On voit tous les petits détails des dessins de Gilles. Ce sont des originaux là qu'on a photographiés. Il est en train de travailler dessus, mais on reconnaît tout son univers avec les multiples références à d'autres livres, à d'autres univers d'auteurs jeunesse aussi. C'est ça qui est formidable pour les enfants, c'est que ils vont aller trouver des références à d'autres héros qu'ils connaissent bien. D'ailleurs, c'est le premier livre dans lequel Gilles fait une référence à Charles le Dragon, qui est une autre de nos séries vraiment cultes. Et comme d'habitude, avec Gilles, l'adulte lira d'autres choses que ce que lit l'enfant. L'enfant prêtera attention à des choses auxquelles l'adulte ne prête plus du tout attention, etc. etc. Donc c'est fourmillant, c'est foisonnant. Ça va être un très bel opus comme tous les précédents. Donc on en est vraiment ravis aussi. Très bien. On a reçu une question d'un internaute qui aimerait connaître le tirage de Ma vie en grand. Le tirage de Ma vie en grand, on le tire à 4000 exemplaires, il 4000 me exemplaires. semble. Okay. Oui, c'est même sûr. Très bien. Alors, titre suivant, la couverture de Marie d'Orléans. Alors, Marie d'Orléans, typiquement, vient bien représenter cet esprit que j'essayais de décrire. C'est-à-dire que ces livres parlent des choses de l'enfance, de l'art de grandir, avec beaucoup d'humour, de décalage, une petite touche d'absurdité qui fait sa spécificité. Vraiment, Marie fait partie de ces auteurs du paysage qui ont leur univers, un peu à l'image de Gilles d'ailleurs, qui ont leur univers très singulier. Elle est autrice et illustratrice, donc tout son univers tient dans un bloc, et elle aborde à chaque fois des sujets très forts, soit sur le mode de l'humour. On a eu C'est chic, Odile, il y a quelques années, qui étaient à chaque fois des livres comiques qui souvent mettaient l'accent sur les petits travers des adultes, de la vie des adultes. Et puis un versant plus poétique, avec notamment Nous avons rendez-vous, qui a été un livre qui a été salué, qui a eu notamment le prix Landerneau, et qui, l'année de sa sortie, c'était en 2018, a figuré parmi les 10 livres, les 10 plus beaux livres jeunesse dans le New York Times. Donc c'est vraiment un livre qui a voyagé, qui a été reconnu internationalement. Et après, on a eu Herbe folle, il y a 2 ans. Et là, Marie d'Orléans nous revient avec une de ses histoires dont elle a le secret, la couverture. Alors la couverture, c'est l'histoire assez simple d'un petit garçon qui se rend compte que quand il est à la maison, dans sa petite couette, vous avez la photo d'ailleurs avec la grosse couette rouge qui l'emmitoufle, il est mieux qu'à l'extérieur, c'est confortable, c'est rassurant. Et après tout, pourquoi sortir de sa couette? Alors, bon, je ne sais pas si c'est un livre qu'il est de bon ton de sortir à la rentrée, avec tous les enfants qui vont se dire « mais pourquoi sortir de sa couette ?» Et en effet, sauf que évidemment, Marie, elle va pousser l'absurdité jusqu'au bout, elle va l'exploiter, comme elle sait bien le faire.
Donc le petit garçon va vivre sa vie avec sa couette autour de lui. Et alors ça donne lieu à tout un tas de situations cocasses où dans la voiture, il faut faire rentrer tout ça, tout le monde étouffe. Au parc, prendre le toboggan, mitoufler dans la couette, ça coince, etc., etc. Donc ça donne lieu à des grandes images virtuoses aussi et complètement cocasses. Et évidemment, ce petit garçon, petit à petit, va bien se rendre compte que bon, c'est pas possible de vivre comme ça, qu'il y a des choses à voir, à découvrir à l'extérieur, qu'en se débarrassant de ses oripeaux, il va réussir à grandir finalement. Alors voilà, ce sera jamais dit comme ça, mais ça parle de moments forts, de moments charnières de l'enfance, où on est dans cette tension entre l'extérieur et la maison. Finalement, je parlais tout à l'heure de Ma vie en grand de Julia Carninon, et je dirais que pour une tranche d'âge inférieure, la couverture, c'est une variation sur ce thème-là de l'indépendance et de l'autonomie. Très bien, merci beaucoup. Et le dernier titre, Moon Rabbit de Choi Yong-ha. Voilà, alors Sophie, vous parliez des achats et de l'importance des achats aussi, parce que ce sont des livres qui sont aussi importants que d'autres en création dans une maison, surtout quand on a des coups de cœur. Donc nous, on a un petit peu la même politique, c'est-à-dire que des achats, on en fait à peu près, je dirais, une dizaine maximum par an, et à chaque fois, c'est des grands coups de cœur. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour Moon Rabbit. Alors Moon Rabbit, c'est l'histoire de ce petit lapin qui est très ami avec la lune, et qui échange avec elle, qui a un dialogue, une espèce de dialogue silencieux avec la lune toutes les nuits. Ils ont une véritable histoire d'amitié. Et puis un jour, la lune est percutée par un astéroïde. Elle perd un tout petit bout de sa tête qui tombe dans une rivière. Et elle est bien désolée, très attristée. Et le petit lapin n'aura de cesse de redonner à la lune ce petit bout qui lui manque. Donc il va essayer de plein de manières. Alors la question, c'est comment un si petit lapin pourrait arriver jusqu'à la Lune. Alors il va y parvenir, évidemment. Je ne vous dirai pas comment maintenant. Et il va finir par rester dans les bras de la Lune. Alors ce livre, il s'appuie sur une légende coréenne selon laquelle il y aurait un lapin visible dans la Lune, dans la forme de la Lune. Mais en vérité, on peut s'appuyer sur cette légende, mais c'est pas absolument nécessaire. C'est aussi un livre qui parle d'amitié, de valeurs universelles, l'amitié, le courage, etc. Et puis qui est surtout extrêmement tendre, extrêmement mignon, disons-le. C'est-à-dire que nous, quand on a vu arriver ce livre, on a juste craqué parce que ce petit lapin est absolument charmant, que cette lune, elle est charmante. Et en vérité, c'est vrai que des livres charmants, on en voit d'autres, et c'est pas pour autant qu'on les publie. Mais là, ce livre, il a un découpage particulier, puisqu'il a un découpage en BD. Alors, il n'y a pas de bulle comme dans une BD, mais il y a un rythme de narration qui est assez original. Et pour revenir sur ce que je disais sur l'histoire du seuil et la manière dont on avait évolué, on évolue aussi avec les modes de lecture des enfants. L'attrait pour la BD, on le voit bien. Et donc, on propose aussi des livres qui sont à la jonction du format album et du format BD, parce que les enfants sont aussi en train de développer cette manière de voir, cette manière de lire en cases. Et on a trouvé que cet album charmant, il mettait ça en œuvre de manière très réussie. Donc ça a été vraiment un coup de cœur. Voilà. D'accord, très bien. Alors, vous avez une dizaine de titres traduits par an. Là, c'est un album coréen. Coréen, oui. Quand on regarde les origines des pays desquels viennent les titres que vous publiez, quels sont les pays principaux pourvoyeurs? C'est une bonne question. Principaux pourvoyeurs, pardon. Mais c'est assez varié. C'est-à-dire, alors, il y a beaucoup de très belles choses en Corée. L'illustration jeunesse en Corée, en ce moment, il y a je ne sais pas s'il y a un regain ou
plus de choses nous viennent. Aussi, les éditeurs coréens viennent beaucoup nous voir, nous proposer des choses. Et on a sorti l'an dernier, non, il y a 2 ans, pardon, un très beau livre sans texte qui s'appelait L'été dernier, qui était un livre coréen aussi, qui était absolument sublime. Donc on voit passer de plus en plus de belles choses. Après, on peut acheter aussi à des Italiens, aux Espagnols. C'est variable. On achète rarement des livres américains. Mais pourquoi ? Bon, je vous cache pas que là, c'est une très très bonne question. Je me suis jamais penchée sur le panel en lui-même, mais en tout cas, je peux pas vous dire on travaille exclusivement avec les Italiens ou. Ok, voilà. D'accord. Bon, très bien. Merci beaucoup Camille von Merci Rosenschild. Il nous reste Marie Bluteau pour La Martinière illustrée. Bonjour. Bonjour et merci d'être là également. Même question que pour vos 2 prédécesseurs. Est-ce que très rapidement vous pouvez nous expliquer d'abord le positionnement de votre maison d'édition, comment vous travaillez et quels sont les types d'ouvrages que vous proposez ? Ok. Alors, nous, on est une maison qui a été fondée en 1995, dont le cœur de métier est principalement le documentaire, mais on a fait évoluer et un petit peu bouger ce catalogue. Et donc aujourd'hui, on publie aussi bien de l'éveil que des albums, mais en gardant une part de notre production plus importante au documentaire. C'est environ 60% de la production, voilà, c'est ça ? Exactement. Oui. Et le documentaire pour les 3-6 ans, pour les 6-9, mais aussi du documentaire pour les ados et les grands ados. Très bien. Et vous publiez combien de titres par an ? On publie une 50aine de titres illustrés, sans compter une petite collection que nous avons lancée l'année dernière, qui n'est pas illustrée et qui s'adresse aux 15-25 ans. D'accord. Est-ce qu'il s'agit de la collection Alt ? Exactement. Voilà, c'est parfait pour la transition. Alors effectivement, vous êtes venu nous présenter cette collection que vous avez lancée l'an dernier. C'est une collection de courts essais. Je vous laisse nous la présenter. C'est une collection qu'on a lancée en janvier 2023. On a publié 10 titres en 2023. On va en publier entre 8 et 10 cette année en 2024. Alors c'est une collection un petit peu particulière, en tout cas pour nous, à laquelle on tient beaucoup. C'est une collection de courts essais percutants et incarnés, de 32 pages à un prix très accessible de 3,50 € et à destination, on a pris une tranche d'âge un petit peu large, des 15-25 ans. Mais j'ai beaucoup de retours de professeurs des collèges qui la font lire en quart d'heure lecture en 3e et aussi effectivement d'étudiants d'université ou autres. Et c'était une collection qu'on a eu envie de créer. On a un lien fort avec les adolescents depuis la création de La Martinière, avec de très anciennes collections comme Oxygène ou Hydrogène. Et on avait envie de faire perdurer ce lien particulier, je dirais, qu'on avait avec les ados. Et en même temps, on se rendait bien compte peut-être qu'il fallait évoluer, nous aussi, dans notre proposition, pour essayer peut-être d'être plus en phase avec leur mode de consommation, leur temps de lecture, cette immédiateté à laquelle ils aspirent parfois, peut-être un petit peu trop, mais c'est pas tant la question. Et voilà. Et l'idée de Halt, c'était en aucun cas de venir donner des leçons ou autre. C'était simplement d'ouvrir un espace de discussion entre un auteur et son lecteur. Alors l'auteur pouvait venir de tous les horizons. On a eu aussi bien des experts comme Bruno Patino, qui est le directeur d'Arte, mais qui est aussi auteur, ou Blandine Rinkel, qui est une romancière, ou encore Guillaume Meurice, qui est un chroniqueur et humoriste. Donc l'idée, c'était vraiment de venir créer un temps de pause avec un parti pris très fort, mais suffisamment sensible et traité de manière intelligente pour ouvrir à la discussion, ouvrir à la capacité de se forger sa propre opinion, ce qui nous semble très important. Et donc c'est une collection qui a été plutôt bien accueillie depuis son lancement. Les chiffres de vente sont encourageants. Oui, en tout cas c'était un vrai pari pour nous, parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup que
Il est difficile de capter ce lectorat-là, le lectorat voilà, à partir de 15 ans. Donc c'est vrai que de leur proposer des sciences humaines, on va dire au sens large, voilà, c'était un beau pari, mais c'était un beau pari qui nous semblait correspondre aussi à notre côté un peu militant, la part un peu militante de notre métier, et personnellement en tant qu'éditrice. Donc ouais, elle a été bien accueillie, et on a reçu un très joli soutien des libraires. C'était vraiment bien. Très bien. Et alors, donc le titre le plus vendu, c'est S'informer à quoi bon, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est effectivement celui de Bruno Patino qui est le premier à être sorti en même temps que la thématique de l'avortement, avorter un droit en danger, de Rada Hatem, qui est la fondatrice de la Maison des Femmes. Et que Blandine Rinkel, qui était « A-t-on encore le droit de changer d'avis ?» mais globalement, évidemment, certains sujets sont plus porteurs, mais l'ensemble des titres de la collection voilà, trouve son public et atterrit vraiment entre les mains de ses lecteurs, et c'était vraiment ce qui était important pour nous. Et donc là, vous avez une petite quinzaine de titres déjà parus, et vous avez quelques nouveautés qui vont jalonner le calendrier d'ici la fin de l'année. On vient tout juste de sortir le titre de Jennifer Tamas, Faut-il en finir avec les contes de fées. On va avoir un titre de Basile de Bure sur la justice est-elle la même pour tous, qui arrivera au mois de juin. Puis un titre sur la laïcité. La laïcité est-elle contre les religions, au mois de... Pardon, celui de Basile de Bure, c'est au mois de mai, la justice. Et la laïcité viendra en juin. Et puis voilà, on continuera en septembre. Voilà. Très bien, ça va continuer. Le deuxième titre, il s'agit de Chambres adolescentes de Jovitech, illustré par Juliette Masse. Donc là, on est aussi sur un projet assez atypique. Hein. Oui, là effectivement, alors c'est un projet atypique, mais on s'inscrit, ou en tout cas ce projet s'inscrit dans la continuité de Halt, qui est cette volonté, de toujours maintenir ce lien avec des lecteurs qui grandissent, qui sont de grands ados ou de jeunes adultes. Alors c'est un projet aussi un petit peu atypique dans la manière dans sa genèse. Il y a 4 ans, en 2020, Jovitech, qui est une autrice La Martinière avec laquelle je travaille depuis de nombreuses années, m'appelle en m'expliquant qu'elle se lance dans un projet un peu incroyable, qui est de partir à la rencontre sur 3 ans, partir à la rencontre d'adolescents partout en France et de réaliser des entretiens. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'elle et la photographe Juliette Masse ont enregistré plus de 150 heures de discussion avec 20 jeunes. Alors ces jeunes, ils ont été, les ont accueillis dans leur chambre, dans leur sphère intime. Alors on est aussi bien dans des villages que dans des zones urbaines, que dans des petites zones rurales. Elles ont vraiment parcouru le territoire français à la rencontre de ces jeunes. Et pour nous livrer ces entretiens, ces discussions avec ces jeunes. Et quand Jo m'a parlé de ça, elle me dit, alors en fait, est-ce que ça te dit de le publier ? En revanche, je ne sais pas quand je l'aurai terminé, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Simplement, voilà l'idée. Et c'est aussi, en tout cas, c'est ce qui fait que j'aime mon métier. Ça a été aussi de lui dire, écoute, vas-y pour... Fais tout ce que tu as à faire, mais en tout cas, je t'accompagnerai sur la version livre, parce que ce projet est d'autant plus atypique qu'il va donc, qu'il s'étend, je dirais, de manière un peu... on va avoir le livre et on va avoir des expositions, une exposition au Centre Tinius à Montreuil au moment du Salon de Montreuil 2024 et une exposition à la mairie de Paris en mai 2025, rue de Rivoli. Et c'est également des portraits sonores, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce livre, qui sera quand même assez imposant, de 256 pages, il y aura des QR codes à chaque portrait pour aller un petit peu plus loin et écouter la discussion qu'a menée Jo avec chacun de ces 20 jeunes. Donc, très bien. Donc on est vraiment dans un projet transmédia, hein, c'est ce que vous m'expliquiez quand on a préparé le... Oui, c'est ça, on est dans un projet transmédia, mais qui vient porter en fait surtout l'idée
d'un fil transgénérationnel, de partir à la rencontre de ces jeunes-là, de voir de quelle manière aujourd'hui ils se perçoivent, ils perçoivent leur avenir, leur point de vue sur la société, leurs difficultés, leur intimité. On part à la rencontre de Mamadou dans un centre de migrants, et dans la chambre qu'il occupe dans ce centre de migrants, comme on va pouvoir rencontrer une jeune fille dans la cité d'Argenteuil, ou encore 2 jumelles au sein d'un petit village. C'est très très émouvant. Il y a quelque chose de très fort à la lecture de ces portraits, et un peu dans la lignée du livre de Salomé Saké, Sois jeune et tais-toi. On porte un regard sur la jeunesse qui, à mon sens, est nécessaire aussi bien pour les parents que pour les prescripteurs, que pour les jeunes eux-mêmes. Donc je suis très fière d'accompagner Jo et Juliette sur ce projet. Très bien. Le titre suivant, il s'agit d'Ensemble, d'Émilie Chazran et Amandine Pioux. Donc là, c'est un album à découpe. Oui, exactement. Alors ça me permet, j'ai fait cette sélection aussi parce que, comme je vous évoquais tout à l'heure, le fait que on portait aussi bien du documentaire que de l'éveil, ou que des titres d'éveil, ou que de l'album. Ça c'est la première fois que je travaille avec Émilie Chazran et Amandine Pioux, qui m'ont proposé ce projet. Pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur aussi. Alors l'idée, c'est une thématique assez universelle, et je dirais assez simple, qui est un petit peu que l'union fait la force. Donc sans rentrer dans la thématique du vivre ensemble, malheureusement très galvaudée, mais si on revient vraiment juste à ce qu'elle représente, l'idée, c'est de voir de quelle manière ensemble on peut être très fort, et on peut faire des choses incroyables, parce que c'est aussi une manière de mettre en avant le fait que seul on a quand même la capacité de plein de choses, mais qu'ensemble on arrive à donner une petite dimension encore plus importante, je dirais, ou encore plus forte, et peut-être belle au quotidien. Et donc, on va avoir des exemples, vous le voyez certainement dans les images qui se présentent à vous, mais l'idée, c'est de se dire que, seul, on est remarquable, mais ensemble, on est magnifique, que seul, on rêve, mais qu'ensemble, on imagine, ou encore que seul, on s'intéresse, mais qu'ensemble, on se passionne. Et le travail d'Amandine était particulièrement intéressant et surtout pertinent dans le texte très poétique d'Émilie. Ça a été de travailler en double page. Donc, sur une première double page, on aura systématiquement un enfant d'être en train de regarder quelque chose, observer la nature, ou au contraire construire un château de sable, avec une petite découpe. Et quand on ouvre, et plutôt quand on tourne, sur la double page suivante, on va arriver avec une multitude d'enfants, ou une famille, ou en tout cas un groupe qui se met à construire ensemble, qui se met à réfléchir, qui se met à vivre ensemble. Et voilà, c'est un texte et un album qu'on aime beaucoup, et qui représente bien aussi notre volonté d'accompagner les lecteurs dans chaque étape du quotidien. Très bien, merci. Avant de poursuivre sur l'ouvrage suivant, j'ai reçu 2 questions pour Camille von Rosenschild. La première, c'est une question que j'avais mal posée tout à l'heure. C'était pas le tirage, c'était le nombre de signes dans la collection Le Grand Bain. Oui, ça m'étonnait un peu aussi comme question, mais... Quel est le calibrage moyen, le nombre de signes moyen? Alors, c'est entre 40 et 50 000 signes. 40 et 50 000 signes. Donc ça fait, en général, celui-là, j'ai plus en tête, mais je pense qu'il fait 104 pages. 104 pages, et en général dans cette collection on est entre 72 pages et 112 pages, avec une moyenne autour de 104 pages. Bon très bien, j'espère que notre internaute cette fois-ci sera satisfait de la réponse. Et autre question pour vous, une personne qui aimerait savoir pourquoi l'album coréen, donc Moon Rabbit, a été traduit de l'anglais, et s'il n'y avait pas de version en langue coréenne disponible sur laquelle vous auriez pu travailler. Alors en fait le livre s'appelle Moon Rabbit à la base. On a travaillé sur la version coréenne. C'est juste que après ce sont des choses qui restent à affiner, mais on s'est vraiment posé la question du titre. Et pour plein de raisons, on a trouvé qu'il fonctionnait bien comme ça, et qu'il sonnait bien. Mais voilà, en tout cas, c'est une fausse impression, cette idée de version anglaise. Vous avez bien traduit, vous avez traduit du coréen vers le français. Oui, voilà, bien sûr. D'accord, très bien.
Très bien. Je reprends avec vous, Marie Bluteau. Oui. On va poursuivre. Votre titre suivant, c'est Alix et le pouvoir des mots d'Amélie Cordonnier et Tiffany Cooper. Oui, bon, j'ai un peu perdu mon fil, mais je vais essayer de le retrouver. J'évoquais sur Ensemble qu'on publie peu d'albums comparé au documentaire, donc on a décidé de suivre une ligne qui est une ligne qui voilà, d'ouvrages qui viennent accompagner soit des grandes émotions, soit des grandes étapes, soit des grandes thématiques. Et cet ouvrage-là, c'est donc le premier album jeunesse de Amélie Cordonnier. Amélie Cordonnier, c'est une autrice de littérature générale, publiée chez Flammarion, dont j'aime beaucoup les textes. Et elle m'a proposé un texte que j'ai trouvé très sensible, non pas sur le harcèlement, mais sur le pouvoir des mots. Je vous parle de harcèlement parce que l'idée, c'était d'expliquer tout simplement aux enfants, mais aussi aux adultes, que les petites phrases un petit peu quotidiennes, devenues malheureusement anodines, comme t'es bête, t'es nul, ah mais t'es idiot, ah mais tu sais rien faire, ah mais t'écoutes vraiment rien. En tout cas, ces petites phrases que les enfants peuvent se dire entre eux et que nous-mêmes adultes pouvons être parfois poussés à dire de manière mauvaise, ou des enfants vis-à-vis de leurs parents, en tout cas de se dire que les mots ont un pouvoir et qu'en fait il y a un besoin nécessaire pour se respecter l'autre dans son intégrité, dans son intimité, et de faire attention. Et donc voilà, Alix est une petite fille très sensible. Et un jour, elle va revenir le cœur très lourd et très gros suite à la manière dont un jeune garçon lui a parlé à l'école. Et on va tirer le fil du pouvoir des mots. Et c'est illustré avec beaucoup de modernité par Tiffany Cooper, qui est une illustratrice avec laquelle je travaille pour la première fois. Et on avait envie aussi de donner à cet album, dans son traitement, quelque chose de très moderne, de très dynamique, pour venir aussi un petit peu relayer une thématique peut-être parfois un petit peu forte. Et donc voilà pour cet ouvrage de la rentrée. Très bien, donc il paraît le 30 août effectivement, et à partir de quel âge peut-être C'est à partir de 4 ans. À partir de 4 ans. Album, c'est du 4-7 ans. Très bien. Alors le dernier ouvrage, il s'agit de C'est mon corps de Mélane Chapiron, et donc là c'est un ouvrage qui a été victime de son succès, si on peut résumer. Oui, alors là, l'idée, c'était pas tant de le présenter, mais c'était une manière de pouvoir dire que ça y est, la réimpression, il est en cours de réimpression. On va recevoir une première salve début mai, puis après fin juin. Et c'est un ouvrage, donc Mélane Chapiron, c'est une autrice avec laquelle j'ai travaillé pour la première fois en 2020 sur un livre qui s'appelle Le Loup, qui parlait de l'inceste, qui a été un livre très très important pour elle, pour moi et pour nous, parce que c'était un des premiers ouvrages jeunesse qui parlait directement aux enfants d'inceste. Et Mélane revient aujourd'hui nous a proposé un autre ouvrage. Elle continue ce travail, c'est une artiste, elle chante, elle fait des films, mais avant tout, elle cherche à continuer de travailler et sur la sensibilisation. Et C'est mon corps est un livre pour les jeunes lecteurs qui vient tout simplement se mettre en avant. C'est mon premier imagier pour mes parties intimes, pour les identifier et les protéger. Mais elle le fait avec beaucoup d'humour, beaucoup de subtilité, tout en étant très claire sur cette thématique-là. Donc Très voilà. Bien. Très bien. Merci beaucoup Marie Bluteau. Alors on a reçu une question pour toutes les trois, une question générale en fait, peut-être Sophie Giraud pour commencer. Comment on choisit un illustrateur en fait pour apparier un illustrateur, une illustratrice avec un auteur, une autrice? Alors quand il s'agit de le mettre en face d'un texte, ça prend beaucoup de temps à mon sens, parce qu'il faut trouver exactement ce qui va résonner avec le texte, la sensibilité qui va poursuivre et en même temps pas doubler le texte. Et comment on trouve un illustrateur? On a beaucoup de sollicitations par des auteurs qui envoient des choses sur les boîtes mail, mais aussi on regarde un peu partout. Moi, je regarde vraiment de façon très large ce qui se publie dans la presse,
effectivement sur Instagram, mais aussi beaucoup d'autres choses, des affiches de films, des tas de choses peuvent me conduire à choisir un. Est-ce qu'on travaille de la même manière pour choisir un illustrateur selon que l'ouvrage est l'œuvre d'un auteur français ou quand il s'agit d'une acquisition? Quand il s'agit d'une acquisition, par définition, c'est pas nous qui l'avons choisi. En revanche, pour illustrer un roman, vous voyez, par exemple. Alors, pour illustrer un roman, peut-être que non, mais quand il s'agit d'une acquisition, on a le livre complet en fait avec l'illustration. Après, c'est justement ce qui peut bloquer parce qu'il y a des illustrations qui passent pas très bien les frontières. Mais j'ai le sentiment que on arrive, en fait, on fait un choix parce que le tout est bien ficelé, en fait. L'ensemble marche bien ensemble. Et puis, pour ce qui est des auteurs-illustrateurs, et ben là, il s'agit de voir si la personne a quelque chose à raconter, en plus de faire des images, puisqu'il s'agit d'un récit, en fait. Et l'album, c'est un livre, c'est pas des images seules. Parfois, on a des très bonnes images d'illustrateurs, mais il faut que ça construise quelque chose autour du récit du livre. Très bien. Camille von Rosenschild, si vous souhaitez... oui, je ne vais pas ajouter grand-chose. Je pense j'aurais un peu la même réponse. C'est vrai que nous, on regarde beaucoup les illustrations ici et là, sur Instagram, dans la rue, dans la presse. Et parfois, on découvre des univers qu'on aime. Mais c'est vrai que, comme vous le dites bien, entre l'illustration à plat, comme ça, figée, qui est parfois magnifique, et un univers narratif, il y a un monde. Alors, il y a des illustrateurs qui savent le faire. Il y en a qui ne savent pas et qui le disent, qui disent « moi, je fais des images, je ne sais pas rentrer dans un récit ». La plupart du temps, les bons illustrateurs y arrivent, bien sûr, mais c'est quand même un mode de pensée. Et donc, parfois, on repère des univers et puis on garde ça dans un coin de la tête. Et moi, j'aime bien ce moment, justement, et on le vit souvent pour le grand bain, parce que le grand bain, on commence toujours avec des textes. Sinon, les choses peuvent se faire de manière très variée. On peut avoir des auteurs-illustrateurs qui viennent ensemble, par exemple, avec un projet commun. Mais quand on a le texte, après, le petit plaisir, c'est de se dire alors, à qui je vais rêver pour ce texte-là? Et est-ce que mon rêve va rencontrer le rêve de l'auteur du texte? Parce qu'il y a ça aussi. Parfois, vous cherchez des illustrateurs et puis vous pensez à quelqu'un, vous vous dites ah ouais, non, mais ça serait formidable. Et puis pour tout un tas de raisons, j'adorerais travailler avec cette personne dont j'aime l'univers depuis longtemps. Et puis parfois, l'auteur du texte vous dit non, je sais pas trop, c'est pas moi, je reconnais pas. Donc on passe à autre chose. D'accord. Et puis il y a des petits miracles. Moi, j'en ai eu un récemment. Sur un grand bain qui vient de sortir et que je ne saurais trop conseiller, c'est Une paillette dans l'iris, et c'est un texte magnifique, et j'ai pensé à une illustratrice, Imbar Eller Algazi, qui est une jeune illustratrice qui a un talent fou, et je me suis dit c'est elle, c'est sûr, et j'ai parlé d'elle à l'autrice qui m'a dit j'adore, et j'ai envoyé le texte à l'illustratrice qui m'a répondu le lendemain je veux illustrer ce texte, j'adore, et le reste a été mais une espèce de déroulé absolument parfait où les images répondaient au texte, etc. Et, bon, c'est pas comme ça tous les jours, mais voilà, s'il y a des petits miracles aussi de ce genre, ça fait partie des grands plaisirs du métier. D'accord. Et vous, Marie Buteau, vous avez des petits miracles aussi dans les rencontres auteurs-illustrateurs ? Je vais pas redire un petit peu un sentiment que je partage chez mes consoeurs, mais non, moi ce que j'aime bien l'idée de créer quelque chose parfois aussi d'inattendu. J'aime bien l'idée de me laisser surprendre par une association que j'aurais pas, qu'on n'attendrait pas forcément. Et puis, au-delà de ça, parce que là, on parle d'album, mais c'est vrai que moi, sur le documentaire, puisque, encore une fois, j'ai une envie portée depuis quelques années par l'équipe, qui est de
de se dire que le documentaire, l'illustration du documentaire, n'est pas une illustration qui vient simplement porter un texte ou qui vient simplement donner, je dirais, des renseignements ou venir accompagner. Donc depuis maintenant quelques années, on a vraiment une volonté de faire de nos documentaires des livres d'artistes. Donc on est souvent allé chercher, on a souvent proposé à des illustrateurs de l'album, venant de l'album jeunesse justement, d'illustrer du documentaire et c'est assez jouissif, je dirais. Et pour nous en tant qu'éditeurs, parce qu'on a l'impression de les accompagner sur un chemin encore inconnu pour eux, et puis pour eux parce que ça crée un autre challenge de réussir à donner, je dirais, de la chair qu'on peut retrouver justement portée par une narration, mais pour un contenu documentaire. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. Avant de conclure ce premier plateau, je me tourne vers Anne Breny, puisque on est au musée de Poche, et je voulais vous demander, puisque nous avons eu des présentations de catalogues assez fournies, assez riches de nos 3 participantes, si vous aviez aussi 3 coups de cœur dont vous vouliez nous faire part. Oui, je vous présente donc le dernier numéro de Philonimo. Philonimo, c'est une collection. Donc là, c'est le 10e numéro qui est paru en 2024, qui s'appelle L'abeille de Saint-Simon. Alors c'est aux éditions Trois Œils. Oui, c'est ça, aux éditions Trois Œils. Donc ce livre qui est illustré par Maëlie Bernard. Alors Philonimo, cette collection se pose la question comment aborder la philosophie avec les enfants, initier, comment les amener à réfléchir, à se poser des questions. C'est le défi de cette collection. Là, Maëlie Bernard nous emmène dans un univers miniature d'abeilles et de frelons pour se poser la question du pouvoir et du travail. Elle travaille en noir et jaune, avec des gommettes. Donc c'est un tout petit format assez pratique, et le fait que ce soit une collection, ça plaît aux enfants. Ils peuvent avoir les différents numéros, chaque numéro a sa couleur, chaque numéro est illustré par un artiste différent, donc chaque numéro a sa gamme, a sa palette. Très bien. Alors vous aviez aussi Le Grand Labyrinthe de Colline Aigron dans la collection Ronce chez Albin Michel. Oui, tout à fait, qui est paru en 2023. Ce livre qui fait partie aussi d'une collection, la collection Ronce, qui est dirigée par Jérémy Moreau. Cette collection qui pose la question de l'écologie, comment cohabiter, comment les hommes cohabitent avec la nature. Donc là, Colline Aigron raconte l'histoire de Lise, une petite fille qui adore son petit labyrinthe, alors elle voudrait un plus grand labyrinthe, donc ses parents vont tout faire pour lui offrir le plus grand labyrinthe du monde, mais c'est sans compter sur la nature qui reprend ses droits. Donc Colline Aigron va nous montrer ce monde du vivant avec une palette de couleurs assez audacieuse. Elle utilise du orange très vif et un violet qui fonctionne très bien ensemble. Et Colline Aigron utilise aussi des points de vue assez particuliers, assez audacieux, qui font penser un peu au film d'animation. Pour cet album. Très bien. Et le dernier, c'est un ouvrage en résonance avec les prochains Jeux Olympiques. C'est peut-être pour ça que vous l'avez choisi d'ailleurs. Oui, tout à fait. On a beaucoup travaillé avec lui cette année. JO des animaux de Virginie Morgan, qui a été illustré par Virginie Morgan, qui est sorti aux éditions Mémo en 2015, qui revient d'actualité cette année. On suit l'aventure, on suit les épreuves d'animaux. Donc c'est un livre pour apprendre à compter aussi pour les petits. C'est un livre
Virginie utilise aussi des couleurs assez vives. Elle nous embarque dans un univers un peu vintage. C'est un album qui est assez chouette pour la lecture active. On compte, on apprend à travailler en équipe, puisque voilà, les animaux font des épreuves sportives en équipe, des épreuves sportives et un peu artistiques aussi. Voilà. Très bien, merci beaucoup Anne Brenier. Restez avec nous, c'est la fin de ce premier plateau, le temps d'accueillir nos deux prochaines invitées, Caroline Merceron pour Gulfstream et Louison Cousy pour La Martinière illustrée, et on vous retrouve, je vous dis à tout de suite. Merci. De retour pour notre deuxième plateau de notre webinaire jeunesse Young Adult, donc pour parler cette fois-ci de la partie Young Adult en particulier. J'accueille Caroline Merceron des éditions Gulfstream et Louison Cousy de La Martinière Fiction et non pas illustrée comme je l'ai dit par erreur à la fin du premier plateau. Alors vous êtes venues toutes les deux pour présenter un certain nombre de vos ouvrages. On va commencer avec vous, Louison Cousy. Donc vous êtes de La Martinière Fiction qui est un label récent, puisque lancé en 2023, et je vous laisse peut-être me présenter ce label et son positionnement. Alors, il y a toujours eu de la fiction au sein des éditions de La Martinière Jeunesse, ça c'est évident. Le fait est que depuis maintenant, évidemment, depuis à peu près 1 an, effectivement, on a lancé un label qui s'appelle La Martinière Fiction, qui accueille des romans à destination des young adults, donc 14-18 ans, et qui va avoir vocation à terme à accueillir de plus en plus de titres new adult, à savoir 18-25 ans. Après, la Martinière, la fiction au sein de la Martinière et de la Martinière Jeunesse a eu de très très beaux succès aussi à destination des lecteurs de 9-12 ans, notamment avec le Journal d'une peste, qui est la série emblématique du catalogue. Et ce qui est très intéressant pour moi au sein de ce département de la Martinière Jeunesse et de la Martinière Fiction, c'est qu'il vient vraiment compléter en fait le postulat de mes collègues de La Martinière illustrée, c'est-à-dire que là où mes collègues vont vraiment venir forger des curiosités, forger des opinions très très fortes avec des collections comme Halt, avec des documentaires extrêmement pointus et militants, moi mon postulat c'est plutôt d'offrir des récréations. Voilà, c'est vraiment d'offrir des romans qui peuvent être légers, drôles, un peu dérivatifs. C'est vraiment ce côté, on rentre du collège, on rentre du lycée et on pose le cerveau. Au même titre qu'on pourrait regarder une bonne série sur Netflix, on va lire un bon bouquin sans vraiment forcément sans forcément se tirailler le ciboulot. Voilà, donc ça c'est vraiment le postulat notamment pour les plus jeunes lecteurs du catalogue, donc ceux à destination des 9-12 ans. Et notamment la collection que je vais vous présenter, la nouvelle collection, Mon désastreux collège magique. D'accord. Peut-être avant de présenter cet ouvrage, la différence entre New Adult et Young Adult, ça tient qu'à l'âge ou est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça finalement Alors, moi j'en fais un découpage, je le segmente en tranches d'âge parce que je pense que c'est la façon la plus simple de présenter cette différence. Donc 14-18 ans Young Adult, 18-25 ans New Adult. Après, c'est beaucoup plus poreux au sein des librairies parce qu'il y a beaucoup de rayons, de libraires qui se posent la question et d'acheteurs notamment, de lecteurs sur est-ce que où poser les romans, est-ce qu'il faut créer des nouveaux rayons en librairie. C'est des choses qui évoluent. Il y a des librairies qui deviennent spécialisées en New Adult notamment. Après, la différence majeure, elle se fait au regard de la loi, parce que les romans en New Adult ne présentent pas la loi du 16 juillet 49 dans leur copyright. Donc on considère qu'ils ne sont pas à proprement parler à destination des adolescents, et même des grands adolescents.
Voilà, c'est vraiment une distinction. Mais moi, au sein du catalogue, je le segmente en tranches d'âge. D'accord, moi très bien. Ok, alors le premier titre, il s'agit de Mon désastreux collège magique, tome 1, d'une colloque d'enfer de Vanda Coven et Anna Abramskaya. Tout à fait. Donc là, je rétropédale un petit peu sur ce que j'ai dit, donc sur ces romans vraiment légers, drôles, qui font rêver, en fait, qui permettent de se détendre le soir. Cette nouvelle série, en fait, qui est le premier tome d'une trilogie pour le moment, vient en réponse à donc 2 grands succès de notre catalogue. Donc, comme je le disais plus tôt, le journal d'une peste, et également Collégienne, qui est paru il y a maintenant 2 ans et qui rencontre un très très beau succès auprès des lecteurs et des libraires. C'est cette idée de proposer des romans qui se situent dans l'univers du collège et qui permettent d'aborder des problématiques du quotidien, d'intégration, d'amitié, de se poser des questions sur la puberté, de se poser des questions sur l'amour, sur la réussite scolaire, mais par un prisme léger, humoristique, et dans le cas de la série de Mon désastreux collège magique, par le biais de l'illustration et d'une mise en page extrêmement aérée, pour vraiment essayer de plaire aussi à des lecteurs qui peuvent être un petit peu réticents et qui, au sortir un petit peu des romans d'apprentissage de la lecture, vont se frotter à des projets avec des paginations plus élevées, mais avec des mises en page, avec des jeux sur les tailles de police de caractère, sur des paragraphes très espacés, très aérés, et agrémentés de nombreuses illustrations assez jolies, assez faciles, assez peu clivantes, je dirais. Quand vous parlez de jeux sur les tailles de police et de caractère, vous pensez à quoi par exemple? Je vois vraiment des parties de texte qui vont être des mots qui vont être sur lesquels qui vont être grossis dans le texte pour vraiment marquer l'emphase. Et puis des typos qui ne vont pas... On ne va pas partir sur une police, sur un Times, on va partir sur une police un peu plus ronde, un peu plus facile, un peu plus accessible, je dirais. Mais un peu à la manière, d'ailleurs, c'est une série qui fait tout à fait écho à ce qui a pu être fait pour le journal de Dégonflé, pour au Seuil, pour le journal le journal d'une grosse nouille chez Milan, et le journal d'une peste chez nous, qui propose vraiment ces mises en page extrêmement dynamiques, foisonnantes, qui viennent accompagner des histoires du quotidien. Alors dans cette nouvelle série, il y a du quotidien et pas que, parce que notre héroïne fait sa rentrée des classes dans un pensionnat, qui reprend les codes du pensionnat tels qu'ils font un peu rêver à la Harry Potter, parce qu'il y a des maisons, évidemment, et c'est un pensionnat qui n'est pas comme les autres, et puis notre héroïne, elle n'est pas une élève comme les autres, puisqu'elle est apprentie sorcière, et que dans son établissement, donc l'Académie Grand Ballet, il y a une classe secrète. Qu'elle va intégrer pour devenir la meilleure sorcière possible, mais ce qui ne va pas empêcher des questionnements comme pour n'importe quel élève qui fera sa rentrée en 6e, est-ce que je vais me faire des copains, des copines, comment va être ma coloc, est-ce que je vais tomber amoureuse, combien de fois, de qui, comment, et tout ça est nourri par une traduction qui est absolument joyeuse et qui est absolument super de Julie Lopez, qui s'est vraiment emparée du texte américain pour nous livrer des jeux de mots absolument savoureux sur le nom des maisons, des personnages, un peu à la manière d'un célèbre sorcier, qu'on ne citera plus. Très bien. Dernière question sur ce titre. Quelle est la récurrence des illustrations dans les pages C'est quasiment il doit y avoir à peu près une illustration par double page. Ok. Donc c'est extrêmement illustré. Ça va du cabochon à la double page illustrée, à la pleine page. C'est extrêmement varié pour avoir une lecture tout à fait dynamique. Et pour le moment, c'est une trilogie. Très bien, très bien. Ok, alors ensuite on va poursuivre. Alors, je relis les 2 prochains, puisque c'est la même autrice, et d'ailleurs c'est la même série. Donc Kéléana tome 7, Le royaume de sang de Sarah Jimas, et Kéléana l'assassineuse, un ouvrage collector également de Sarah Jimas. Tout à fait. Alors, c'est du gros spoiler parce c'est la première fois qu'on dit qu'on va faire un collector, une version collector sur Kéléana. Alors je reviens un peu sur la nature de la Martinière Fiction, de ce label qui a vraiment été organisé ou qui a été vraiment réfléchi autour de la figure de Sarah Jimas. Sarah Jimas, c'est une autrice américaine emblématique qui a été vendue dans, je ne sais pas, plus d'une 40aine de pays, 50aine de pays, c'est des millions d'exemplaires vendus. Et c'est en fait vraiment la papesse de la romantaisie. Alors en France, combien justement On est autour de
On approche le 1 million d'exemplaires vendus, je dirais, à peu près. Impressionnant. C'est un très très beau succès. Et c'est vraiment, voilà, donc la papesse de la romantaisie. Donc romantaisie se mélange entre de la fantaisie dans des univers de cours dans lesquels la romance va être extrêmement prégnante, qui a connu un boom énorme pendant le Covid, et notamment autour de la figure de Sarah Gimas, autrice avec laquelle nous on a commencé autour de Kéléana, et qui a produit une autre série qui s'appelle Acotard, donc Un palais d'épines et de ronces, dont les contenus sont devenus de plus en plus matures à mesure des tomes. D'où la nécessité de revoir notre positionnement, en fait, de manière à ce que les séries puissent être accueillies par un nombre de lecteurs de plus en plus large, mais surtout faire en sorte qu'il atterrisse dans les bonnes mains. Voilà, on ne peut pas se permettre qu'un roman avec des contenus trop explicites atterrisse dans les mains des collégiens. C'est absolument pas ni le but, ni le... Voilà, donc d'où l'intérêt aussi d'avoir autour de ce nouveau label toute une réflexion autour de la façon de communiquer sur les tranches d'âge dans nos ouvrages. Voilà, donc il y a vraiment eu tout ce travail de fait. La première série de Sarah Gimas au sein de notre catalogue, c'était Kéléana qui se termine cette année avec un tome 7 en apothéose, qui est d'autant plus attendu des fans que le tome 6, donc qui n'est pas vraiment un tome 6, qui est sorti l'année dernière, était un prequel, donc qui se passait avant les événements de la série initiale, et le tome 5 de la série, La Tour de l'Aube, suivait d'autres narrateurs de l'histoire. Donc, si tout le monde suit bien, en fait, le tome 4 et se terminer sur un énorme cliffhanger, sur une fin absolument dantesque, et on laisse nos personnages principaux sur une plage face à une catastrophe sans nom, et on va retrouver nos personnages dans un tome 7 à ce stade-là. Donc il y a vraiment une attente de nos fans, qui est des fans de l'autrice, des fans de la série, qui est énormissime sur ce dernier tome, qui est un énorme bébé, puisqu'il fait plus de 1100 pages. Donc je vous laisse imaginer le temps de traduction. Combien de temps s'est-il passé entre la sortie du tome 4 et celle du tome 7 ? Il s'est passé 2 ans, 2 ans et demi. D'accord. Voilà. Donc, ce qui laisse aussi beaucoup de temps à notre traductrice pour bichonner le texte, parce qu'on sait qu'on a affaire à des lectrices qui, au-delà du fait que de très nombreuses lectrices lisent en anglais maintenant, sont extrêmement sensibles au fait qu'on respecte quasiment à la lettre et au mot près le ton et les mots de la VO, en fait. Donc, ce qui nécessite un travail absolument... voilà, c'est à ceux qui disent genre traduire c'est trahir. Là, on va faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Donc, ça prend un certain temps. Et donc, on est très content que ce dernier tome arrive enfin en librairie. Et effectivement, c'est un beau pavé. C'est un beau pas de porte. D'accord, ouais, très bien. Et alors, l'assassineuse collector. Alors, c'est l'occasion de boucler un peu la boucle, parce qu'il existe déjà des collectors en relié pour Acotard, donc la première série de Sarah Gimas. Et donc là, on se lance dans cette nouvelle aventure. On sait qu'il y a une appétence des lecteurs et des lectrices pour les beaux ouvrages aux fabrications extrêmement soignées, en format relié. Donc on s'est dit que l'occasion de ce tome 7 nous permettait de proposer un très très bel ouvrage, tout en sachant que le tome 1 de Kéléana a un prix extrêmement attractif, parce qu'on a fait le choix, pour atteindre le plus de lecteurs possible, de le laisser à 9,90 €. Alors le relié collector ne sera pas à ce prix-là, mais ça permet d'avoir vraiment, de rentrer dans la série par un prix assez attractif, et puis après de s'offrir un très très beau cadeau. On travaille d'arrache-pied avec le département de la fabrication de la Martinière pour renouveler aussi la proposition sur les collecteurs et nous permettre d'atteindre un lectorat adulte aussi, en fait. Voilà, proposer des très très beaux ouvrages qualitatifs. Comment vous avez déterminé le tirage de ce collector, et quel est-il justement ? Alors le tirage du collector est encore soumis à réflexion, parce qu'on essaie vraiment comme ce sont de très beaux ouvrages, ils prennent énormément de temps à être produits, donc il faut vraiment jauger du bon nombre d'exemplaires. De toute façon, ça se jouera autour de 10 000 ex minimum, a priori. Voilà. Ok, très bien. Ok, le dernier ouvrage que vous vouliez présenter, il s'agit de Sunlight, la trilogie des torches, livre 1 de Moira Buffini. Tout à fait. Donc le premier tome d'une nouvelle trilogie dont on est extrêmement fiers. Pour vous faire un petit peu la genèse de cet ouvrage, donc il s'agit d'un achat qui s'est fait auprès de la maison d'édition Faber,
au Royaume-Uni, qui a été en fait ce qu'on appelait le Bologna Book de 2023. Donc, c'est-à-dire que c'est un roman dont on a fait l'acquisition lors de la foire de Bologne, qui est une foire internationale dédiée à la littérature jeunesse et young adult. Ce roman nous a tellement plu, de par sa qualité sur laquelle je reviendrai plus tard, qu'on a fait le choix de le préempter sur la foire. Donc faire une préempte, c'est déjà un acte fort, c'est-à-dire qu'on fait une proposition à l'éditeur d'origine qui est tellement alléchante que l'agent ne prend pas le risque de le proposer à d'autres éditeurs, considérant qu'il ne pourra pas avoir de meilleures propositions. Donc en gros, on a raflé la mise sur ce projet que tout le monde a lu le temps d'une nuit pour être sûr de pouvoir le récupérer et qu'il ne glisse pas entre les pattes. Et donc c'est un c'est un nouvel enjeu, c'est une nouvelle aventure avec Moira Buffini, dont c'est le premier roman, qui est une scénariste britannique, qui est une femme de théâtre également. Quel âge a-t-elle ? C'est une colle. C'est pas une colle, mais c'est pas important. D'accord. Par rapport à la qualité, à l'universalité, à la teneur de son discours, qu'elle en ait 20 ou 50, ça n'a vraiment, c'est un texte absolument formidable. Et donc, elle nous livre ce roman dans lequel on voit toute sa patte scénaristique et cinématographique, puisque cette histoire, je reviendrai un peu plus tard sur le pitch, mais a une écriture extrêmement cinématographique. Et c'est pas du tout une écriture empoulée. On n'est pas du tout dans une dans un texte qui s'écouterait un peu, qui s'écouterait un petit peu parler. Chaque mot a son importance, chaque phrase va droit au but. C'est extrêmement prégnant comme écriture. Et en fait, on le lit comme on regarderait une série, avec une espèce de soif. C'est un vrai page-turner. On arrive à la fin du tome 1 avec vraiment l'impression de, quand on est un peu au bord de sa chaise, on se dit, mais quand est-ce qu'elle arrive la saison 2 ? Voilà, c'est un petit peu... Donc là, le premier tome paraîtra en simultané avec l'Angleterre et les États-Unis le 20 septembre, le tome 2 en septembre 2025, le tome 3 en septembre 2026. L'histoire, elle est formidable et elle est universelle. Elle se déroule, c'est une dystopie qui se déroule à des milliers d'années de notre présent, dans une société dans laquelle il existe une forme développée de télépathie. Donc, dans le sens où cette télépathie permet aux gens d'échanger non pas que des idées et des pensées, mais également des sensations, des odeurs, des chants, des visions, des vues. Et donc ça permet, toutes les personnes qui sont capables de pratiquer ce champ de lumière, donc qui vient de Songlight, sont absolument bénies ou sont adorées par les populations, parce que c'est un moyen... C'est un outil de paix, en fait. Si on pouvait tous communiquer les uns avec les autres, avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés et qui habitaient à l'autre bout du monde, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui dans notre société et puis dans cette société du futur. Sauf qu'évidemment, l'action dans laquelle se déroule notre roman, les gens ne sont pas touchés par ce don, ils sont atteints. Ils sont atteints de Songlight. On considère que les personnes qui pratiquent le champ de lumière sont des déviants sexuels, sont des inhumains, et donc ils vont être chassés, persécutés, repérés, envoyés dans des camps de travail dans lesquels ils vont être complètement lobotomisés ou être utilisés pour essayer de dénoncer d'autres personnes qui seraient susceptibles d'être atteintes de Songlight, d'être atteintes de champ de lumière. Et bien entendu, on va suivre une jeune femme qui, depuis son plus jeune âge, est élevée un peu comme une bête de trait. Elle n'est élevée que dans la perspective du mariage. En fait, on va essayer, comme toutes les jeunes filles d'ailleurs de son pays, vers 16-17 ans, elles sont obligées de se marier de force avec des vétérans de la guerre. Elles vont être d'ailleurs soit première épouse, soit deuxième épouse, parce que c'est une société polygame, soit troisième épouse, où elles sont envoyées littéralement dans des maisons de passe pour satisfaire les besoins naturels des hommes. Voilà. Donc on est dans une société qui est extrêmement dure par rapport à la position de la femme, et par rapport aux jeunes hommes aussi, qui sont envoyés à la guerre beaucoup trop tôt, et qu'on n'élève que dans une espèce de perspective guerrière. On attend d'eux que de s'être capable de tuer, et d'être vraiment des modèles extrêmement virilistes. Et notre jeune héroïne, en fait, elle se rend compte qu'elle est atteinte de champ de lumière, elle est atteinte de Songlight, qu'elle partage avec un jeune homme. Ils partagent ce chant, ils partagent un amour extrêmement pur et juvénile, très, très, très beau. Sauf que le jeune homme doit partir à la guerre, elle doit se marier. Et donc, en fait, ils décident de fuir envers et contre tous. Sauf qu'en fait, la veille de mettre en place leur plan, le jeune homme est dénoncé comme étant lui-même atteint de Songlight. Et donc, l'impensable se produit.
Et on va devoir suivre l'évolution d'Elsa qui, face à cette tragédie, face à cette société qui étouffe sa voix, qui étouffe ses idées à la perspective de ce mariage forcé, va décider de tout renverser dans son passage. Et en fait, au moment où elle pousse ce cri de détresse, d'amour torturé, va entendre une nouvelle voix qui vient de l'autre côté de l'océan et qu'elle va décider d'essayer de rejoindre par-dessus tout, vraiment contre tous les pouvoirs en puissance. Donc on va suivre vraiment cette destinée. La force de cette autrice, la force de Moira, et c'est là où je reviens à cette écriture très scénarisée, c'est qu'en fait c'est un roman à 5 voix. On va suivre 5 personnages qui sont tous aussi bien dessinés les uns que les autres, qui ont tous une vraie profondeur. On va apprendre à les aimer, à les détester. On comprend pourquoi est-ce qu'on les déteste. C'est pas juste des personnages qui sont jetés sur le papier. Ils prennent corps, on les suit. Et il nous livre un récit à la puissance romanesque comme moi, j'en ai pas vu depuis assez longtemps, et qui fera tout à fait écho aussi bien aux lecteurs de 14 ans, mais qu'aux lecteurs de 25-30 ans, de par les discours extrêmement universels, en fait, qui sont présents dans le texte. Cette trilogie fait tout à fait écho à La Servante écarlate, à L'année de grâce de Kim Linnette. On est il y a un petit peu d'Hunger Games, évidemment, mais pour le côté dystopique de la chose. Mais c'est un roman d'une très très grande puissance narrative dont on est extrêmement fier et autour duquel on va mettre en place toute une organisation marketing, commerciale, de communication auprès des libraires, auprès des lecteurs, pour en faire l'événement. Donc là, je vous demande justement, on peut dire c'est l'enjeu pour vous là de. C'est pour nos collègues, pour nos confrères anglo-saxons, c'est l'enjeu de la décennie. C'est comme ça qu'ils en parlent. D'accord. On a envie de les suivre dans cette aventure et de dire que ce sera pareil pour nous. Voilà. Très bien. Très très bel enjeu. Merci Louise Ancousi. Caroline Merceron pour Gulfstream. Eh bien, c'est à nous. Même question que pour Louise Ancousi. Est-ce que pour commencer, vous pouvez présenter Gulfstream, comment vous travaillez, ce que vous faites et quel est votre positionnement? Oui, alors Gulfstream Éditeur est une maison d'édition indépendante basée à Nantes. On fait de l'édition depuis 20 ans. On fête nos 20 ans cette année. On publie une quarantaine d'ouvrages par an avec un catalogue actif de 300 titres environ. D'accord. Si au début on a commencé avec de l'album, du documentaire, on a développé la fiction avec des collections comme Électrogène ou Courant Noir. Et donc cette fiction s'est développée au fur et à mesure jusqu'à prendre vraiment une belle place, notamment les littératures de l'imaginaire au catalogue. On propose encore, donc on a des premières lectures, des séries, des unitaires, jusqu'au au young adulte. Donc quelque chose d'assez varié, mais qui tend de plus en plus à développer les titres ados et young adultes. D'accord. Donc là, finalement, l'ado young adulte, ça représente quelle part de la production aujourd'hui Je dirais, sur le catalogue, les parutions de cette année, peut-être un peu moins de la moitié, mais ça fait quand même la moitié à peu près. Ok, d'accord. Alors, vous êtes venu nous présenter 4 de vos ouvrages. Le premier, il s'agit du Serpent des 7 miroirs. Le Serment des 7 miroirs. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai compris serpent. Pardon, non, le serment. C'est le serment. Le serment des 7 miroirs, tome 1, Les vents de Tertiel de Samuel Rouget et Cécilia Lapez. Oui, tout à fait. Alors, c'est un titre qui sort cette semaine, justement. Donc, le premier tome d'une trilogie ado fantastique. C'est le premier roman publié de son auteur. Donc on va suivre les aventures de Nalice. C'est une jeune fille qui vit dans un univers du ciel, dans des îles suspendues. Elle vit sur ce qu'on appelle une planeuse isolée avec son grand-père. Et comme tous les jeunes sylphes et sylphides, elle doit rejoindre l'étude. L'étude, c'est une école dans laquelle elle va apprendre à étudier le vent, la danse du vent notamment, qui permet de planer de planeuse en planeuse. Et alors, il faut savoir que Nalice, elle a une petite particularité, c'est qu'elle a les cheveux roses dans un univers où les sylphes ont tous les cheveux argentés. Donc, pour un premier jour de rentrée, on ne voit qu'elle, c'est pas évident. Elle va évidemment avoir des ennemis qui vont se moquer d'elle, mais elle sympathisera heureusement avec d'autres de ses camarades. Et donc, sa scolarité est parsemée aussi de visions, de phénomènes étranges qu'elle remarque dans l'école. Et avec ses camarades amis, elle va essayer de
découvrir en fait ce qu'il se passe, et elle va se rendre compte qu'il y a une force ancestrale qui était en dormance, qui s'éveille et qui pourrait compromettre son univers du ciel, mais aussi l'univers d'autres peuples. Donc un premier tome très très visuel, on a vraiment beaucoup aimé cet univers très fouillé, on sent l'air sur la peau, on se sent s'élever, c'était quelque chose qui nous a emporté tout de suite. Et ce qui nous plaisait bien aussi, c'était ce lien entre Nalice et ce grand-père, ce lien intergénérationnel, ce grand-père qui est assez drôle, qui vit en reclus avec Nalice et qui a une bibliothèque, alors que les sylphes, normalement, ne doivent pas lire. Ça fait partie de la tradition sylphe. Et justement, d'ailleurs, il y a des thématiques comme ça, donc le harcèlement qui est mentionné, cette censure de la culture sylphe, la quête de soi aussi, parce que Nalice est différente, donc elle va essayer de comprendre un peu quelles sont ses origines, d'où elle vient. Donc le premier tome, d'une trilogie dont la suite paraîtra à la fin de l'année et début 2025. Ok, d'accord. Et donc c'est à partir de 13 ans, hein, oui, c'est ça, à peu près ça. On conseille plutôt à partir de 13 ans. Ok, d'accord, très bien. Alors le deuxième ouvrage que vous voulez nous présenter, c'est Le chemin de la dame de Marie-Noëlle Pichot et Pierre Gault. Oui. Donc là, c'est un mélange entre historique et fantaisie. Oui, voilà, tout à fait. Un texte de Marie-Noëlle Pichot, et c'est la couverture illustrée par Pierre Gault. Oui, bien sûr. En fait, c'est un texte de la collection Électrogène. Électrogène, c'est notre série unitaire pour young adultes. On renoue un peu avec certains titres qui avaient eu un très bel accueil, comme Là où tombent les anges et Il n'est si longue nuit, des textes historiques forts qu'on avait publiés. Mais avec cette pointe de fantastique qui met vraiment en avant les littératures de l'imaginaire comme on le fait. Marie-Noëlle Pichot, qui est professeure de lettres et d'histoire, et dont c'est aussi le premier roman publié. On va suivre... Alors en fait, ça se passe dans un village français en 1917. Ce village a la particularité de se situer près d'un bois qui serait hanté par une dame verte. Une dame verte, un esprit vengeur... et en fait, il ne faut pas trop s'approcher de la forêt, tous les villageois le savent. Et en parallèle de ça, on va suivre 4 destins croisés d'adolescents, en pleine Première Guerre mondiale. On a Antoine qui revient du front, qui a perdu son meilleur ami. Il a été mutilé de guerre, donc il revient dans son village, il retrouve ses amis et il doit découvrir cette nouvelle vie avec ce handicap. On suit Hélène qui se retrouve fille-mère avec son fiancé qui est mort au front et qui rêve d'être journaliste. Donc pareil, tous ses projets volent un peu en éclats avec la mort de ce compagnon qu'elle n'a pas eu le temps d'épouser. Il y a l'histoire aussi de Lucie qui est fermière et qui rêve d'ailleurs, qui se sent emprisonnée dans ce village, et Séraphin dont les origines sont méconnues et qui passe un peu pour le voyou du village. Et plusieurs phénomènes étranges vont se passer dans ce village. Séraphin est très vite pointé du doigt. Il y a du bétail qui est attaqué, des incendies, ce genre de choses. Et ils vont essayer de remonter à la source de cette problématique qui, évidemment, les réponses en fait se trouvent dans la forêt. Et ils vont avoir l'aide d'une autre créature ancestrale qui les surveille comme ça et qui va pouvoir les aider. C'est un texte qui nous a beaucoup plu parce que déjà il s'appuie sur une histoire vraie, donc on développe un peu à la fin, c'est inspiré d'une vraie légende qui a fasciné l'autrice pendant son enfance. Ces destins croisés qu'on a trouvé très justes, on aimait beaucoup cet équilibre aussi entre historique et fantastique. Ça apportait quelque chose d'assez original pour plonger dans cet univers de Première Guerre mondiale qui est très solide. Les personnages, leurs récits sont très justes, mais avec cette touche de fantastique, de légende. Le village se trouve aux portes de la Bretagne, donc on a cette magie qui contrebalance bien l'aspect plus sombre et historique de cette période. D'accord, et donc là c'est à partir de 15 ans, hein. Oui, on conseille à partir de 15 ans, oui. Très bien. Ok, le troisième titre, il s'agit de Démos, toujours un tome 1, oui. De la Bénite Césari. Oui, voilà un titre qui sortira à la fin de l'année. Donc c'est notre gros coup de cœur, premier tome en fait d'une série de livres compagnons qui auront la particularité de se concentrer sur un personnage différent. Donc en fait, ils pourront être lus dans le désordre. Il n'y aura pas vraiment, on parle vraiment de tomes précis. Donc un texte de Lise Chrysler, qui est une toute jeune autrice et dont c'est le premier roman publié également.
Ça, c'est que des premiers romans pour l'instant. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, je ne l'ai pas précisé d'ailleurs, en fait, on a la particularité de travailler avec des auteurs francophones. Donc il ne s'agit pas, tous les titres que je vous présente, ce ne sont pas des traductions. C'est son vrai nom, Lise Chrysler, ou c'est un pseudonyme ? Non, c'est un nom de plume. Un pseudonyme, d'accord. Et donc Demos, en fait, c'est un univers dans lequel il y a 3 empires. Donc l'empire du Soleil, Césarée, dans lequel se passe ce premier tome, La Bénite Césarée. On a l'empire d'Arthos, l'empire de la Terre, et l'empire Pallas, donc l'empire de la Lune. Et la particularité, c'est que donc, ces empires vénèrent une divinité qui peut, si elle le souhaite, bénir l'un de ses citoyens. Donc c'est ce qui va arriver à Verina, qui est impératrice de l'empire de Césarée. Elle a été bénie par le dieu, donc elle a des pouvoirs divins comme contrôler le feu ou soigner à distance. Et Verina, donc du coup, malgré ses pouvoirs, en fait, elle peine un peu à régner parce que le Sénat est effrayée en fait par ses pouvoirs et aimerait bien la manipuler. Elle est assez jeune. En parallèle, il y a une guerre sans fin qu'elle n'arrive pas à mettre un terme et que donc elle a pas mal de problèmes et en fait, elle va capturer le frère de son ennemi. Et elle se dit que ce pion va lui permettre comme ça de briller aux yeux du peuple, de mettre un terme à cette guerre. Elle sera débarrassée du Sénat et elle reprendra vraiment sa place. La difficulté, c'est que Kiran d'Arthos va pas être aussi manipulable qu'elle le pensait et il va réveiller notamment un passé assez douloureux, son passé assez douloureux et du coup, tout ne va pas se passer comme elle le pensait. On a été fascinés en fait par cet univers très construit dans l'imagination de son autrice, avec des ambiances très différentes en fait. Dans La Bénite Césarée, on est sur une ambiance antiquité romaine, qu'on visualise vraiment. Et les prochains titres pourront, pour certains, être plutôt sur quelque chose d'un peu plus celtique ou de l'antiquité grecque. Donc voilà, des ambiances très différentes. Pour ce premier tome, on est sur un huis clos où le danger est partout, les trahisons, les alliances, donc ça nous a beaucoup plu. Il y a évidemment un peu de romance, donc c'est un texte aux multiples facettes. Et on a proposé, on s'est vraiment concentré aussi sur l'objet livre pour proposer, comme on a l'habitude de le faire, un bel objet. Donc nous on aime bien travailler le brochet rigide, donc c'est ce qu'on a fait. On aura une jaspure CMJN, du ferrage, il y a des illustrations aussi à l'intérieur des personnages, pour faire vraiment un bel objet qui sera du coup assez unique puisque les prochains s'intéresseront à d'autres personnages. D'accord, très bien. Donc là c'est 15 ans et plus. Hein. Oui. Aussi, c'est la tranche d'âge. Ouais, d'accord. Tout à fait. Ok. Le dernier, donc Le Royaume des Reflets, tome 1, La Mélodie des Ombres de Charlotte Bousquet. Oui, alors là du coup pas du tout une primo-romancière. Charlotte, on la présente plus, elle est au catalogue de Gulfstream depuis un moment, dans chez nous elle a fait du young adulte comme de la jeunesse. Ici c'est le premier tome d'une série jeunesse. En fait, on avait travaillé avec elle il y a quelques temps sur une série qui s'appelle Les Enfants des Saules pour la même tranche d'âge qui avait eu un très bel accueil des lecteurs et dans celui-ci, en fait, elle s'est inspirée de la série Stranger Things. Donc on retrouve vraiment ce côté parallèle entre un univers urbain et un univers plus fantastique. En fait, on va suivre les aventures d'Octavie, qui vit dans une cité dont elle connaît tous les recoins, tous les voisins se connaissent. Elle vit elle joue beaucoup avec sa meilleure amie dans cette cité. Et il va commencer à se passer des choses un peu étranges. Donc, ils entendent des airs de flûte. Il y a des rats qui se faufilent dans les bâtiments. Donc, ça rappelle évidemment le joueur de flûte de Hamelin. Et elles vont... donc, au début, ce qui n'était qu'un jeu, un peu une petite enquête entre copines pour essayer de savoir d'où peuvent bien venir ces rats, qu'est-ce que c'est tous ces événements un peu étranges, en fait, va s'accélérer parce que l'un de leurs amis d'enfance va être kidnappé et elles vont devoir basculer dans un monde parallèle, ce qu'on appelle donc le royaume des reflets, pour aller le chercher.
En fait, on retrouve ce qui fait vraiment la patte de Charlotte, donc une belle maîtrise du fantastique, bien sûr, mais aussi cette capacité à parler avec énormément de justesse des thématiques, des problématiques que peuvent rencontrer les collégiens, notamment ce jeune garçon qui est kidnappé. En fait, il fait partie d'un groupe de harceleurs qui harcèlent l'héroïne, mais c'est un harceleur passif. Et du coup, quand c'est à son tour à elle d'aller le sauver, se pose la question, voilà, est-ce qu'elle va le faire ? Et puis cette question de est-ce qu'on harcèle quand on est juste comme ça, qu'on n'agit pas, mais qu'on ne fait rien en fait. Donc oui, un premier tome d'une série ado, d'une autrice qu'on adore. Très bien. Combien de livres Charlotte Bousquet a-t-elle signé chez vous ? Plus de 10, ça c'est sûr. J'ai pas les comptes, mais voilà, oui, elle en a fait beaucoup. On a eu deux textes dans la collection électrogène. Elle a fait des unitaires. Donc Les Enfants des Saules, c'était 3 titres. Là, donc elle repart sur 3 titres. Elle avait fait d'autres séries, des graphiques aussi, comme Mortimer Mockhutter, qui est une série de graphiques, collégiens. Donc oui, je ne pourrais pas compter le nom, mais un certain nombre, oui. D'accord. Et pour rebondir sur les 3 premiers ouvrages que vous avez présentés, quelle est la part habituellement des primo-romanciers dans votre production ? Et au niveau de la promotion et des mises en place, est-ce que c'est un travail différent, j'imagine, que quand on travaille avec une autrice reconnue comme Charlotte Bousquet ? Alors, la part elle-même, c'est pas évident. En fait, ça va dépendre des années, mais... je dirais la bonne moitié. Donc en fait, c'est pas une petite part du catalogue. On travaille pas, en fait, un primo-romancier, généralement, on va avoir un coup de cœur sur un texte qui nous est envoyé parmi les plus de 4000 textes qu'on reçoit chaque année, dont les thématiques vont nous parler, dont on va se dire qu'il y a une vraie originalité par rapport à ce qu'on a déjà publié. C'est un auteur, bien sûr, qu'il faut installer. Donc là, c'est plus la partie de mes collègues à la communication. Pour les auteurs plus installés, souvent, donc on les connaît bien et ils vont nous présenter un texte qu'ils ont dans leur tiroir, où on va discuter ensemble pour arriver à un projet et ils vont nous proposer quelque chose. Parfois, on va signer sur un synopsis qui n'est pas forcément un texte déjà pleinement écrit. Donc c'est un travail un peu différent au départ, mais après, le travail éditorial, en tout cas, est le même. Et sera le même. D'accord, ok. Même question pour vous, Louison Cousy, concernant les primo-romanciers. Est-ce qu'il y en a beaucoup chez vous ? Alors, depuis il va y en avoir, ça c'est sûr. Depuis, j'ai signé quelques très belles plumes depuis que je suis arrivée. Donc, ce sera plutôt des projets qui arriveront en 2025-2026. Après, pour le moment... à date, je suis plus versée dans la littérature étrangère. C'est vraiment là où est mon fer de lance, je dirais. Mais je sais bien qu'il y a une véritable appétence des lecteurs français pour la littérature en langue originale, la littérature française, et notamment fantastique. Il y a une vraie demande. Donc je vais essayer d'aller dans cette direction-là. Après, de là à donner des chiffres, ça fonctionne tellement au coup de cœur que je ne peux pas encore vous dire. D'accord. On a reçu une question d'un internaute pour vous, Louison Cousy, qui voudrait savoir, visiblement c'est un bibliothécaire, si les livres évoluent avec l'âge des lecteurs ou classer en bibliothèque les livres de Sarah Jimas, en jeune adulte, à partir de 15 ans, comment est-ce qu'on fait ? Alors, j'aurais tendance à dire que la série Kéléana, on peut la mettre en littérature young adult, donc vraiment à partir de 14-15 ans. Même si le texte devient un petit peu plus mature, on reste vraiment dans de la littérature young adult. Pour ça, il n'y a pas de souci. J'aurais tendance à placer la série Akotard avec la littérature de fantasy, les littératures de l'imaginaire adulte. D'accord, ok. Fantastique, SF, voilà. Ok. Ok, et la même personne qui demande également pourquoi éditer les New Adultes chez La Martinière Jeunesse et pourquoi pas chez La Martinière. Merci pour vos éclaircissements. Je pense que cela a trait avec le fait que... déjà, c'est une discussion qu'on a avec Marie Leroy, l'éditrice de La Martinière fiction adulte. Je ne pense pas que pour le moment, elle ait vraiment une appétence pour la littérature de genre, notamment fantasy, romantasy, toutes les littératures de l'imaginaire. Et surtout parce que, pour le moment, le glissement se fait plus naturellement depuis la littérature young adult que dans le sens inverse. Donc, voilà.
Très bien. Et dernière question, quelle est la part des adaptations traductions dans les droits que vous achetez aujourd'hui en young adulte? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Quelle est la part des adaptations traductions dans les droits que vous achetez aujourd'hui en young adulte? Pour le moment, je dirais que c'est 80% de ma production. 80%. Ouais. D'accord. C'est de la littérature étrangère. Très bien. Eh bien, écoutez, nous en avons terminé. Merci beaucoup. Vous remercie toutes les deux d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie les spectateurs de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire de Livre Hebdo. Bonne journée. Merci. Au revoir.